Après le scrutin référendaire, quel agenda avant la Troisième République? Dans ce journal, nous verrons les différentes étapes que devra parcourir la nouvelle Constitution. Dans l'actualité également, ce 2 novembre, la commémoration de la fête des morts. Ils étaient nombreux, les parents et amis des défunts, à envahir les cimetières ce matin. Pour la plupart, l'heure était au recueillement. Et puis en Afrique du Sud, un rapport accablant pour le président Jacob Zuma vient d'être publié. Un rapport qui exhorte la police à enquêter sur de possibles crimes de corruption commis au sommet de l'État. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant du Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante, CEI, a proclamé le mardi 1er novembre 2016 à 20h23 les résultats provisoires du scrutin référendaire du 30 octobre 2016. En application des dispositions de la loi organique numéro 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution, les partis ou groupements politiques concernés peuvent présenter par requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin référendaire. Les requêtes doivent être déposées dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires et être annexées des pièces justificatives. En conséquence, le délai pour formuler les réclamations expire le jeudi 3 novembre 2016 à 20h23. Le président du Conseil constitutionnel fait connaître que les requêtes qui lui seront adressées après ce délai ne feront l'objet d'aucun traitement et c'est signé du président Mamadou Koné. Les résultats du scrutin référendaire du 30 octobre dernier sont donc connus. Le oui l'a emporté avec plus de 93% des voix. Quel parcours désormais pour la nouvelle constitution? Élément de réponse dans ce reportage signé Gabriel Zani. Le oui à la Constitution l'a emporté au lendemain du référendum consacrant la création de la Troisième République. Les regards se tournent désormais vers le Conseil constitutionnel. La CEI, la Commission électorale indépendante, a déjà transmis les résultats provisoires au garant de la Constitution qui attend aussi une requête écrite des réclamations des partis politiques concernant la régularité du référendum. Du 1er au 3 novembre à 20h23, les partis politiques ont 2 jours exactement pour saisir le Conseil constitutionnel. Passé ce délai, plus de recours possible. Le Conseil constitutionnel a 1 semaine pour statuer sur les résultats provisoires et proclamer les résultats définitifs. Et ce n'est pas encore fini. Le chef de l'État doit promulguer la nouvelle constitution. Cette étape est l'acte par lequel le président de la République constate officiellement l'existence de la nouvelle constitution et décrète qu'elle peut être appliquée. En conséquence, la nouvelle constitution sera publiée au journal officiel. Lorsqu'elle est ainsi publiée, elle devient obligatoire et exécutoire puisqu'elle est portée à la connaissance de l'ensemble de la population. En ce sens, le chef de l'État devra nommer son vice-président. Enfin, les députés, eux, seront élus pour un mandat de 4 ans à compter des législatives de novembre. Ce sera entre autres les mesures transitoires avant la mise en application effective de la nouvelle constitution en 2020, date de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Le oui l'a donc emporté avec 93,42% des suffrages selon les résultats provisoires. Après le vote, des Ivoiriens se prononcent sur le verdict des urnes. Quelles sont leurs attentes? Pagassoro connaît leur attendu son micro. J'ai voté oui à cette constitution parce que pour moi, elle garantit donc la stabilité, la paix dans notre pays. Le droit de la jeunesse est reconnu, constitutionnalisé. Et aujourd'hui, la jeunesse peut donc revendiquer, réclamer normalement et librement à l'État de créer les conditions donc de son épanouissement. Et pour nous, en tant que jeunes, c'est une grande avancée en termes de démocratie. Pour que la Constitution humaine soit respectée, il faut que ce qui est dit dans la Constitution soit appliqué. Tout le monde ressent vraiment que
ce qui est dit dans la Constitution est effectif. Voilà, dans le comportement des Ivoiriens, dans nos quotidiens, dans tout ce que ça peut nous apporter comme bienfait. Ce qu'ils ont dit dedans, en tout cas, je trouve que c'est bien pour l'avenir de nos enfants. J'espère qu'ils vont mettre ça en pratique vraiment pour le développement du pays. Moi, je pense que quand on est dans un pays, il faudrait essayer d'avancer avec le pays. Il y aura de nouvelles avancées en ce qui concerne les jeunes. Donc, j'espère bien que cela sera fait. Il y a eu des promesses qui ont été faites, qui ont été réalisées. Il y a certainement des choses qui peuvent être réalisées maintenant. Et vous le verrez en image concernant les incidents à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement a fait le point avec ses équipes de campagne précédemment déployées dans le Gaumont et dans le Cavali. Anne Désiré Oloto a déploré les violences survenues dans ces régions au cours donc, du scrutin avant de demander aux populations de rester sereines et de continuer de faire confiance au gouvernement et au chef de l'État. On évoque à présent la signature de convention entre la Société ivoirienne de coco râpé, SICOR, l'État ivoirien et les populations de Jacquesville et de Grand Laou. Des accords qui mettent fin à près d'une décennie de conflits entre les populations riveraines et la SICOR. La reprise des activités de la SICOR est donc prévue pour bientôt, c'est ce que nous dit Maïsako. La SICOR, Société ivoirienne de coco râpé située à Jacquesville, rencontrait de nombreuses difficultés avec les populations riveraines. C'est un problème de bon voisinage qui a rencontré quelques difficultés au cours des dernières années depuis la privatisation de 1974. Un problème d'autosuffisance alimentaire, principalement à Grand Laou. Et ce problème existentiel avec le trait de côte qui avance de plusieurs mètres par an et qui font que les populations de Grand Laou sont menacées par l'arrivée de la mer. Désormais, tous ces problèmes ne seront que des souvenirs. La structure a fumé le calumet de la paix avec les populations à travers la signature de divers accords. Il s'agit notamment de 2 protocoles d'accord sur les villes de Jacquesville et de Grand Laou signés par l'État de Côte d'Ivoire, les populations et la SICOR, et les promesses de bail entre les populations et l'État. L'État de Côte d'Ivoire vient de réussir sa première opération de consolidation de droits fonciers de grande envergure, permettant aux populations locales, titulaires de droits traditionnels et un investisseur, la SICOR, d'avoir suffisamment de visibilité pour regarder l'avenir avec confiance. Vous avez enfin trouvé une solution à la quadrature du cercle du foncier rural. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a appelé les parties signataires au respect des engagements pris à l'issue de la signature des accords consacrant la fin des conflits entre la SICOR et les populations riveraines de Jacquesville et de Grand Laou. J'invite chaque partie, administration, autorité préfectorale, autorité décentralisée, élus, chefs de village et chefs de terre ainsi que la SICOR à mettre en œuvre les engagements relevant leurs responsabilités donc respectives. L'intérêt de tous, après cette longue période de crise, est d'aller résolument vers un développement rapide et inclusif de cette belle région des Grands Ponts. C'est en 1974 que la Société ivoirienne de coco râpé a vu le jour. Elle a cessé d'être opérationnelle en janvier 2009 à la suite de nombreux désaccords avec les populations de Jacquesville et de Grand Laou. Pour la reprise prochaine de ses activités, l'entreprise bénéficie du soutien du gouvernement qui a mis à disposition 6 milliards de francs CFA pour la redynamisation de la filière coco. Dans le domaine de la cacaoculture, la Côte d'Ivoire, toujours en bonne position, ce malgré une baisse de 12% de sa production en 2016. Le leadership mondial de la Côte d'Ivoire n'est nullement menacé, selon le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao. Il l'a réaffirmé, c'était lors du Salon mondial du chocolat de Paris, salon qui s'est tenu du 28 octobre au 1er novembre. On y va avec Jean-Jacques Kwame. D'une production de plus de 1,7 million de tonnes de cacao en 2015, la Côte d'Ivoire est passée à environ 1,6 million de tonnes en 2016, soit une baisse de 12% de la production nationale. Cette régression ne bouleverse pas pour autant le classement mondial. La Côte d'Ivoire maintient toujours sa place de leader mondial, talonnée par son éternel voisin dauphin, le Ghana. À eux seuls, ces 2 pays pèsent pour 60% de la production mondiale de cacao. C'est le résultat d'une politique mise en place par les gouvernements respectifs depuis une quarantaine d'années, on va dire,
Ces deux pays ont compris très tôt la nécessité d'investir dans le développement de la cacaoculture et ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, la suprématie de la Côte d'Ivoire en tant que numéro 1 et du Ghana en tant que numéro 2 ne sont pas du tout menacés et ne le seront pas pour les décennies à venir. Reste à relever les défis de la transformation locale du cacao. Sur la question, lors de la 22e édition du Salon mondial du chocolat de Paris, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao relève que la Côte d'Ivoire a fait des avancées ces dernières années. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui pendant longtemps reste d'ailleurs le premier pays producteur de cacao, est devenu aujourd'hui le premier pays transformateur de cacao. Mais cette transformation est essentiellement le fait des multinationales installées en Occident. Donc la Côte d'Ivoire, premier transformateur de cacao au monde, mais cette transformation n'est pas le fait d'une industrie locale. Je suis heureux de constater que le gouvernement ivoirien fait beaucoup d'efforts pour aider les entrepreneurs locaux à prendre une place de plus en plus importante au niveau de la transformation locale. En Côte d'Ivoire, la campagne 2016-2017 de cacao, ouverte le 1er octobre dernier, a été placée sous le signe d'une production de qualité. Et on reste dans le domaine de l'agriculture. Depuis 2012, la filière Anacad a connu des réformes structurelles et organisationnelles, réformes qui devraient conduire à la création de l'interprofession. Les producteurs réunis donc au sein de la Fédération nationale des producteurs d'Anacad de Côte d'Ivoire préparent activement la mise en place de cette interprofession. On en parle avec Soro Corona et Kwadjo Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs, les 4 différents collèges pour la mise en place de l'interprofession dans la filière Anacad. L'interprofession, l'une des priorités des réformes intervenues dans la filière en 2012 par la volonté du président de la République Alassane Ouattara. Si les 3 derniers collèges sont prêts, les producteurs traînent encore les pas. Le conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs d'Anacad de Côte d'Ivoire s'organise pour la mise en place de cette interprofession. Des décisions ont été prises au cours de ce dernier conseil d'administration. Au nom de tous les pairs, les conseils d'administration, tous les administrateurs, nous avons trouvé qu'il est bon de permettre à notre frère de se mettre un peu à l'écart pour nous permettre d'avancer parce que tout le monde agricole nous regarde. Et l'État lui-même. Pour les administrateurs, les producteurs ne doivent pas être à la traîne dans l'organisation de la modernisation de la filière. Au cours de ce conseil d'administration, plusieurs décisions ont été arrêtées. La désignation d'un directeur général et les préparatifs de la campagne 2017. Depuis le producteur en passant par la coopérative jusqu'à l'Union, les superficies cultivables, les dernières données des 3 dernières années au niveau de la production, nous allons doter la FENAPACI vraiment d'organes nouvelles. La Fédération nationale des producteurs d'Anacad de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 300 000 producteurs sur l'ensemble des 19 zones de production. Dans l'actualité également, ce 2 novembre, la commémoration de la fête des morts. Ils étaient nombreux, les parents, amis et autres proches de défunts, à envahir les cimetières ce matin, qui pour prier, qui pour nettoyer et embellir la dernière demeure des disparus. Pour la plupart, en tout cas, l'heure était au recueillement, c'est ce que nous disent Davis Oyo et Chantal Akandon. Cimetière de Williamsville, mardi 1er novembre. Ces personnes ne sont pas venues à un enterrement. Elles sont plutôt là pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire de leurs parents disparus. Une manière pour elles de coller à l'actualité ce 2 novembre, consacré à la célébration des défunts. Mon fils est décédé, le jour me rappelle tout ce que j'ai pu faire avec lui, tout le temps qui m'a manqué. Et donc je viens là pour dire, pour prier, pour que son âme repose en paix. Dame Andy Anne a perdu sa mère et son fils le même jour. Elle a une manière particulière d'honorer ses parents disparus. Chaque année, on met poudre, on met parfum. Pour eux aussi, ils sont bons, ils mettent poudre sciée. C'est à cause de ça que je suis venu avec le parfum et poudre pour verser ciel et dire à mon fils et puis à ma maman de prier pour nous. Un jour douloureux pour toutes ces personnes venues se recueillir. C'est un jour de souvenir. On vient pour remettre un peu de l'ordre pour qu'ils soient aussi dans la propriété parce qu'on ne les oublie pas. Pour Mireille et Sarah,
Ce jour leur rappelle leur grand-mère. Elle prie pour le repos de son âme. Elle est morte vraiment aujourd'hui, ça fait vraiment 1 an. Ça nous fait mal parce qu'on ne peut plus la voir, on ne peut plus lui parler. Mais quand même, on est venu au cimetière aujourd'hui pour lui rendre hommage, déposer les fleurs. En tout cas, quand il vient ici, je me rappelle des bons moments. Donc je suis venue sur sa tombe, lui déposer des fleurs. En même temps, prier pour qu'elle prie aussi pour nous, pour qu'on puisse être en paix, que la paix règne. Rappelons que les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image des Juifs. Plus tard, des prières et des messes ont été dites en mémoire de l'âme des défunts. Et aujourd'hui, 2 novembre, c'est également la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instituée depuis 2013 en mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, des journalistes de RFI assassinés à Kidal, au Mali, en 2013. Une journée en l'honneur donc de tous les travailleurs de l'information qui risquent chaque jour leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous propose à l'occasion la déclaration de la ministre ivoirienne de la communication. Elle était au micro de Franck Quadio. 2013, 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, sont assassinés à Kidal au Mali. Le crime interpelle les Nations Unies sur la situation sécuritaire précaire dans l'exercice du métier de journaliste. Et lors de sa 68e session, les Nations Unies adoptent la date du 2 novembre comme celle de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Pour 2016, le thème choisi est l'impunité entraîne l'impunité. Les journalistes, dans le cadre de l'accomplissement de leur mission d'information de l'opinion publique, sont souvent victimes d'arrestations arbitraires, de tortures et d'assassinats. Les auteurs de ces crimes ne font malheureusement l'objet d'aucune poursuite judiciaire dans la plupart des cas. Le gouvernement ivoirien entend pour sa part jouer sa partition. Depuis son accession au pouvoir en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour non seulement renforcer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, mais également pour leur permettre d'exercer leur métier dans un environnement sécurisé. Une volonté qui se voudrait éloigner de la simple vue d'esprit. Les chiffres dans le monde sont alarmants. Depuis 2016, la Fédération internationale des journalistes a enregistré 66 meurtres de journalistes. Et vous le verrez en image, ouverture ce matin du Discope 2016 à Johannesburg. Le marché africain de contenu audiovisuel s'y tient en ce moment. Et donc jusqu'au 4 novembre, les États-Unis et surtout la coopération Afrique-États-Unis est à l'honneur cette année. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. RTI Distribution présente son catalogue de production Made in Côte d'Ivoire aux milliers de participants venus du monde entier pour acheter ou vendre des programmes audiovisuels. Vous le verrez également en images, reprise ce matin du procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. La Cour a accédé à la requête des avocats de la défense, notamment sur la comparution de plusieurs témoins clés selon la défense. Ce sont Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, Philippe Mangou, ancien chef d'état-major, Édouard Kassaraté, ancien commandant supérieur de la gendarmerie, Brindo Mbia, directeur général de la police, et les ministres Jeannot Ahoussou-Kouadio et Charles Dibi et Kofi. Notez que Simone Gbagbo comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai dernier pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Des magistrats formés à l'école de l'informatique, formation numérique pour plus d'efficacité, c'est ce que l'on retient de cet atelier. Et c'est Perpétuellement et Chantal Akanda qui nous en parle. Les magistrats de la Cour des comptes reçoivent avec fierté leur diplôme en informatique. Après 2 mois de formation, ces hommes de la loi sont désormais rompus au maniement de l'outil informatique. Le président de la Chambre des comptes, Diomandé Kanvali, a salué les excellents rapports qui existent entre la Société nationale de développement informatique, SNDI, et la Chambre des comptes. Nous avons pris conscience que même dans notre travail de magistrat de tous les jours, sans informatique, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des outils modernes auxquels on essaie de s'initier, mais sans la base informatique, l'initiation est difficile, la compréhension est difficile. Donc, on n'a pas le choix en fait. L'informatique s'impose à nous. Aujourd'hui,
L'outil informatique est incontournable dans la gestion des affaires au quotidien. C'est pourquoi, aux magistrats, le directeur de la SNDI demande d'actualiser cette formation informatique pour plus d'efficacité. Peu importe le domaine d'activité de nos jours, l'outil informatique est présent partout. C'est usuel aujourd'hui de dire que j'ai un ordinateur au bureau. Mais quand vous l'avez là, qu'est-ce que vous faites de ça? Il y a plusieurs outils là-dessus. Mais tous ces différents outils de base, il faut savoir les utiliser adéquatement. Sans vouloir faire de tout le monde des experts en informatique, nous nous sommes donnés au nombre de nos missions, de nous assurer que tous les fonctionnaires et agents de l'État utilisent adéquatement, ne serait-ce que ces outils de base. Créée en 1999, la Société nationale de développement informatique propose une offre de services intégrés. Ces services vont de l'élaboration d'une stratégie jusqu'à la maintenance des systèmes informatiques. Des managers d'entreprise également en formation pour le renforcement de leurs capacités. La promotion du développement social et économique en Afrique est au cœur de cet atelier qui nous est rapporté par Davis Oyo et Issa Io. Ces diplômés que vous voyez ne sont pas des étudiants ordinaires. Ce sont des chefs de société qui ont été formés à la gestion du personnel et à l'acquisition des mécanismes pour une meilleure rentabilité de leur entreprise. Aujourd'hui, ils se disent aptes à mettre en pratique la formation reçue. Que pour prendre une décision, il faut avoir une méthodologie. Et ça, c'est la chose que je retiens, qui m'a vraiment servi de façon pratique dans mes activités. Ce programme nous a permis d'obtenir des outils de management, de gestion des conflits, des organisations, des ressources humaines, mais également la capacité d'élaborer des stratégies pour développer nos organisations. Pour les responsables du management et développement d'entreprise, la formation permet à des dirigeants d'entreprise, en fonction de se remettre en cause, développer la qualité des prises de décision et leur talent de leadership au sein de leur entreprise afin qu'ils contribuent durablement au progrès social et économique en Côte d'Ivoire. Ce sont des formations qui sont dispensées pour des dirigeants en fonction. Des dirigeants qui ont capitalisé déjà beaucoup d'années d'expérience professionnelle, mais qui sont rendus aujourd'hui à un stade de leur carrière où ils veulent se remettre en cause, bousculer leurs certitudes et voir comment est-ce qu'ils peuvent booster leurs compétences pour emmener leur organisation à un autre niveau de développement et aussi provoquer le développement de leurs collaborateurs. Une formation qui a duré 8 mois avec une trentaine de chefs d'entreprise. Le management et développement d'entreprise est à sa 6e édition et a déjà enregistré environ 500 diplômés. Une formation qui s'est tenue à Abidjan et à Barcelone. Des kits scolaires aux inspections primaires de Bédiala et de Daloa. Nous sommes dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire. Des ouvrages offerts par le ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction des affaires financières et des ouvrages qui devraient donc permettre aux bénéficiaires de passer une très bonne année scolaire. Grâce Kando. Plus de 270 000 kits scolaires mis à la disposition de l'enseignement primaire de Bédiala. L'initiative est de la direction des affaires financières en charge des kits, des manuels scolaires et des mallettes pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale. Ces kits ont été répartis entre la direction régionale de Daloa et les localités d'Issia, Ibogué et Saïwa. Ces ouvrages permettront à ces élèves bénéficiaires d'avoir accès à une éducation de qualité. L'action qui a été posée ce matin vise à aider tous les enfants de ce pays, y compris ceux de cette région, à bénéficier d'une égalité de chances de réussite à l'école. Donc nous disons merci à Madame le ministre d'avoir pensé à ces enfants apparemment éloignés d'Abidjan. Cette année, c'est près de 3 494 924 kits scolaires qui seront distribués gracieusement aux enfants de Côte d'Ivoire. Toute cette quantité de kits scolaires nous a coûté près de 9,5 milliards. Il faut en prendre vraiment soin. Autre fait marquant, la remise de clés de la cantine scolaire de Konzia et du groupe scolaire de Gouriani entièrement réhabilité. Coût 120 millions de francs CFA. Ces initiatives ont été saluées par les bénéficiaires. Ils ont pris l'engagement d'en faire un bon usage. Occasion aussi mise à profit par les responsables de l'Éducation nationale
pour exhorter enseignants et élèves à s'approprier les cours de mercredi. Le mercredi, c'est un jour dédié à l'éducation de nos enfants. Un reportage signé Grace Kando. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un centre opérationnel à la pointe de la technologie pour les forces de défense et de sécurité. La réhabilitation et l'équipement de ce centre interarmé a coûté 42 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Hamza Diaby. C'est un centre opérationnel équipé à la pointe de la technologie et capable de servir aux forces ivoiriennes pour une gestion efficiente des crises. C'est le fruit de la coopération entre la force de l'ONUCI et les forces de sécurité et de défense ivoiriennes. Un transfert des compétences acquises par l'ONUCI à l'armée ivoirienne se fera de manière progressive jusqu'à la fin du mandat des Nations Unies en Côte d'Ivoire en avril 2017. Ce projet réalisé en 2 mois permettra aux forces de sécurité et de défense d'accroître leur capacité opérationnelle dans la région du Poro. Daouda Ouattara, le préfet de région, a salué l'implication de l'ONUCI dans la professionnalisation de l'armée ivoirienne. Une implication qui se traduit par l'entraînement, la formation et aujourd'hui l'équipement des forces ivoiriennes. Puis il ajoute que ce centre viendra à coup sûr renforcer les moyens de lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et les grandes catastrophes dans la région nord du pays. Ce centre opérationnel, le 4e mis sur pied par l'ONUCI au profit des forces de sécurité et de défense ivoiriennes, sera utilisé pour la période du scrutin référendaire. Dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou, un atelier a réuni des acteurs de la décentralisation, l'élaboration de l'avant-projet de loi portant régime financier des collectivités locales et territoriales, au cœur des échanges. C'est ce que nous disent Perpétuquement et Malika Koulibaly. La consolidation des comptes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA nécessite l'harmonisation des procédures financières et des États avec celles de leurs collectivités. Pour y parvenir, l'Union monétaire ouest-africaine, en collaboration avec le Don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI, a initié un séminaire de formation à l'intention des acteurs directs et indirects de la décentralisation. Aujourd'hui, dans cette loi, on a prévu 5% du budget. Donc, en cas de sinistre, vous pouvez rapidement réagir. Deuxième innovation, comment faire que dans 7 ans, on ait les dispositions, on ait pris les dispositions pour pouvoir renouveler le parc et tout. Ce moment de formation a permis à la collectivité territoriale de la région de Dabou d'exprimer toute sa préoccupation et attente. Les anciennes lois n'avaient pas prévu cette procédure. Le maire ne pouvait pas réagir, mais maintenant avec la nouvelle loi, ce nouveau projet de loi, le maire a la possibilité déjà d'anticiper en prévoyant les imprévus dans son projet de budget. Outre ce séminaire sur l'avant-projet de loi sur le régime financier des collectivités territoriales suite à la transposition des directives de l'UEMOA, le Don de gouvernance et de développement institutionnel a apporté son appui à la Direction générale du budget et des finances pour la mise en place du système de gestion des collectivités décentralisées. Hors de chez nous et on poursuit en image en Afrique du Sud. Pour commencer, un rapport embarrassant pour le président Jacob Zuma vient d'être publié. Le document revient sur les liens entre le chef de l'État et une riche famille d'hommes d'affaires. Un rapport qui exhorte le parquet et la police à enquêter sur de possibles crimes de corruption commis au sommet de l'État. Au Soudan du Sud, un rapport accablant également, cette fois contre les casques bleus, un rapport publié par l'ONU et qui dénonce les actions chaotiques et inefficaces face aux violences de juillet dernier à Juba. Selon le rapport, les casques bleus n'ont pas pu protéger les civils d'agressions sexuelles. Au Liban, Michel Aoun, allié du Hezbollah, est le nouveau président du pays, 13e président de la République libanaise. Son élection, notez-le, met un terme à plus de 2 ans de vacances à la tête de l'État. Et puis les États-Unis, pour terminer, à moins d'une semaine de la présidentielle américaine, le fossé homme-femme se creuse. Reportage. Républicaine depuis toujours, Véronica est enregistrée sur les listes du Parti conservateur dans l'État de Virginie. Mais cette année, elle votera pour Hillary Clinton. En tant que femme, je ne peux pas voter pour quelqu'un qui dit des choses aussi horribles sur les femmes à propos des minorités.
Je ne peux pas être d'accord avec un parti qui soutient quelqu'un comme Donald Trump. Comme elle, de nombreux républicains refusent de voter pour Donald Trump. La publication d'une vidéo datant de 2005, où l'on entend le candidat tenir des propos misogynes, a jeté de l'huile sur le feu. Depuis, une douzaine de femmes ont accusé le milliardaire d'agression sexuelle. Ces accusations violentes de conduite inappropriée avec les femmes sont totalement et complètement fausses. Avant ces accusations, les sondages montraient déjà un écart homme-femme important. Désormais, Clinton aurait 15 points d'avance sur Trump auprès des électrices. Depuis les années 80, les femmes votent plus souvent démocrates. Alors Hillary, première femme désignée candidate par un grand parti, compte bien surfer sur cette tendance. Si parler des congés familiaux payés, de l'égalité salariale et du droit des femmes de prendre nos décisions en matière de soins de santé, c'est jouer la carte des femmes, alors comptez sur moi. Hillary qui joue la carte des femmes, Trump qui se les met à dos. Ainsi, c'est creuser l'écart, selon les experts. Je pense que l'importance de l'écart homme-femme vient des indépendantes. Certains auraient voté républicain lors des autres élections, mais ils ne s'imaginent pas voter pour Donald Trump. Lors du dernier débat, Donald Trump a traité son adversaire de teigne. Une insulte devenue un cri de ralliement féministe pour les soutiens d'Hillary Clinton. Mais le candidat républicain compte quand même quelques indéfectibles parmi l'électorat féminin. Donald Trump n'abuse pas des femmes. Donald Trump est un homme qui aime les femmes. Donald Trump soutient les femmes. Il traite très bien les femmes. Et les médias mentent en disant que ce n'est pas le cas. Mais c'est faux. Alors que les électeurs se rendent aux urnes, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages, tout genre compris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.